Nos retraites ne seront-elles plus financées ou pas d'ailleurs en 2025? Le corps nous aide à y voir plus clair, le Conseil d'orientation des retraites. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Le sujet revient sur la table. Pourquoi? Parce que c'est au mois de septembre. Il y avait une querelle bisbille entre la CFDT qui disait non, il n'y a pas de problème de financement. Le gouvernement qui disait si, il y en a. Et donc voilà, le gouvernement a demandé au corps donc, de faire mouliner ces machines, ces modèles et nous dire quel sera possiblement le niveau de déficit du système des retraites en 2025, moment en théorie on n'y est pas, où le nouveau système révolutionnaire, unifié à point, devrait avoir lieu. Le verdict est tombé. Alors il est censé être présenté au Premier ministre jeudi, ça a été envoyé aux partenaires sociaux avant, ça a été fuité largement dans la presse ces dernières heures. Qu'est-ce qui nous dit le corps? Déficit, on est dans le rouge, ça c'est clair, entre 8 et 17 milliards d'euros. 8-17 milliards, déjà, ça fait un rapport de 1 à 2. Comment est-ce qu'on arrive à ce chiffrage? Après, il y a plein de questions, foultitude de questions qui se posent. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est peu? Est-ce que c'est gérable? Déjà, comment est-ce qu'on arrive à avoir un rapport de 1 à 2? 8 milliards, 17 milliards, c'est pas tout à fait la même chose. Oui. Alors, d'abord, effectivement, ça dépend de l'horizon de projection. Là, on parle de 2025, parce que c'est effectivement la date à laquelle, normalement, la réforme structurelle des retraites, du passage à un régime universel devrait se faire. Et le gouvernement s'est engagé à être à l'équilibre financier à ce moment-là. La projection, elle dépend, enfin on reviendra dessus, d'un certain nombre de paramètres macroéconomiques. Donc il y a des hypothèses de croissance, de productivité qui peuvent être très importants. Il y a le fait que certaines réformes passées ont encore des effets sur les durées de cotisation, sur l'indexation des pensions, etc. Mais l'écart, surtout, il s'explique par la contribution ou pas de l'État. C'est là où ça se corse, là, il faut être clair. Alors là, c'est très compliqué. Même moi, je n'ai pas compris, donc allez-y, on l'écoute. J'ai compris à peu près, on va dire. Il faut juste lire le prompteur qui est devant vous. Voilà, je vais le lire. Du coup, je comptais sur vous, mais non, sérieusement, en fait, aujourd'hui, les régimes en fait de l'État, des fonctionnaires, en fait, sont pris à la charge de l'État. Et donc, c'est pas à cotisation constante. Donc, c'est-à-dire que ça peut se traduire par du déficit public ou il faut trouver de nouvelles ressources financières. En fait, tout ça est mélangé dans le budget global de l'État. Et l'État fait un chèque, en gros. Donc, l'État fait un chèque. Tous les ans. Ou pas, si jamais il y a suffisamment de ressources. Donc, c'est-à-dire que pas le cas en général. L'hypothèse haute, c'est de dire, en fait, l'État stabilise sa contribution actuelle à ce qu'elle est jusqu'en 2025. Et donc, vu le départ en retraite et le vieillissement, ça va créer finalement des déficits nouveaux, parce que l'État ne renflouera pas pour les régimes de fonctionnaires. Pas très crédible, ça, dis donc, non? Non, ce n'est pas ce qui s'est passé par le passé. Non. Et l'autre hypothèse, donc ça, c'est les 17 milliards. Et les 8 milliards, c'est de l'autre côté, c'est de dire, en fait, l'État renflouera complètement les déséquilibres liés au régime de retraite de la fonction publique. Donc, dans un cas, en fait, ça se traduirait par du déficit public. Ah ouais, mais attendez, c'est un tour de passe-passe, cette histoire-là. Ah oui, non, mais ça, bah oui, c'est pour ça que, en fait, ça n'a pas beaucoup d'importance. Enfin, parce que ce soit le déficit du système des retraites ou on le retrouve dans le déficit public, global, voilà. En fait, pardon, mais dans le déficit global, ça ne change pas grand-chose. Bah oui, Non, dans le déficit maastrichtien, ça change. Ça, oui, dans le déficit maastrichtien, ça ne change pas grand-chose. Je te le mets là, où est-ce qu'il est? Et on cherche. On n'est pas sûr de trouver. Mais voilà, donc en fait, c'est pour donner la fourchette. C'est-à-dire que, historiquement, soit on bascule une partie du déficit des régimes de retraite publics sur un déficit public global, soit effectivement... on gèle la situation et en tout cas on donne une contribution de l'État. C'est de la comptabilité, tout ça. Donc ça c'est de la comptabilité, oui, mais c'est important sur le chiffre le plus, parce qu'encore une fois, les résultats... entre 8 et 17, voilà. Super, les experts disent globalement ce sera autour de 10-12 milliards. Et finalement, le chiffre n'est pas très éloigné de ce que nous a dit le corps il y a de cela quelques mois, c'était avant l'été. Non, voilà, il n'y a pas vraiment de surprise. Non. En fait, la surprise, je pense que pour Emmanuel Macron, elle a été surtout, c'était l'année dernière. C'est-à-dire que le rapport du corps, au moment où il a été élu, avait une vision plutôt plus optimiste. Disait pas de problème. Pas de problème, mais 2 fois pas. Mais en gros, globalement, disait qu'il y aurait un retour à l'équilibre financier à 2025-2030 au regard des projections macroéconomiques. C'est vrai que les révisions qui ont été faites, notamment sur éventuellement l'évolution de la productivité, la baisse du chômage qui peut avoir des effets, a conduit, enfin déjà dans le dernier rapport, de montrer qu'il y avait des déficits qui restaient même en 2025-2030 qui sont confirmés. Qu'est-ce qui prend le corps comme hypothèse de productivité, de croissance? Soit 1%, soit 1,8%. Aujourd'hui, on irait plus vers 1% de croissance. Si on prend de productivité. De productivité. C'est l'hypothèse.
Bah, la différence, c'est que la croissance potentielle est un peu au-dessus de la productivité. C'est-à-dire que, si on prend les éléments les plus probables Ouais, et pas les fourchettes ouais. extrêmes, on tend vers 10-12 milliards d'euros de déficit en 2025 du régime. A priori, alors, comme on n'a pas eu le rapport dans son intégralité, on n'a pas justement les simulations des différentes hypothèses macroéconomiques. C'est-à-dire que dans les derniers rapports du corps, à chaque fois, effectivement, il y a des fourchettes qui sont données sur la trajectoire, notamment de productivité, parce qu'il faut savoir pourquoi la productivité est importante, c'est que les salaires sont censés évoluer comme la productivité. Ouais. Comme aujourd'hui, nos régimes de retraite sont indexés sur l'inflation, plus vous avez de productivité, plus vous avez de salaire, plus il est facile de financer les régimes de retraite qui sont indexés sur l'inflation. Ouais. En gros, vous baissez le taux de remplacement macroéconomique des régimes de retraite. Donc ce qu'il faut avoir en tête, et ça c'est sûrement une équation compliquée pour le gouvernement, c'est que déjà en 2025, les projections du corps nous montrent un déficit et ça intègre déjà pourtant à la fois quand même des gains de productivité, d'une part, mais le fait que les régimes de retraite, en fait, finalement, le taux de remplacement va diminuer parce que l'indexation est sur les prix et pas sur les salaires, mais aussi que les durées de cotisation vont augmenter. Baisse relative. Une baisse relative. C'est-à-dire que vous avez la garantie du pouvoir d'achat, sauf s'il y a des indexations, comme ce qui a pu se produire. Hein. Ouais. Mais vous avez une baisse relative du niveau de vie des retraités par rapport aux salariés. Ça, c'est une réforme baladure. Ça a été désindexé en 2019, c'est remis en 2020. Alors, ça, voilà. Par contre, ça, là, c'était une mesure paramétrique d'une année, mais la désindexation des retraites qui est sur les prix, pas sur les salaires, ça date de baladure et de 1993, en fait. Mais à terme, ça baisse les taux de remplacement des niveaux de vie des retraités par rapport aux actifs. Ça, c'est un premier point. Après, si vous voulez trouver l'équilibre financier, il n'y a pas 36 solutions. S'il n'y a pas de gain de croissance. Il n'y a pas sortillet du derrière, c'est ça? Exactement. Non, mais d'ailleurs, on peut revenir dessus. On va y revenir juste avant de revenir, parce que pour le coup, le gouvernement avait demandé au corps justement de plancher sur les moyens d'équilibre, mais il n'y en a pas 50, comme vous le disiez. Juste, les hypothèses retenues, ce que je disais ça dans les échos, par le corps, sont plus favorables qu'en juin. C'est ce qu'ils disent notamment sur la masse salariale, parce que notamment du fait que le gouvernement en revenu sur les suppressions de postes. Exactement. Alors ça, c'est un des paradoxes qui est assez intéressant. Ça fait donc plus de cotisations pour le système, et donc paradoxalement... Oui, tout à fait. C'est-à-dire que quand vous réduisez la masse salariale en fait, de la fonction publique, globalement, soit par des réductions d'emplois, soit par le gel de l'indice fonction publique, en fait, du coup, vous distribuez moins de salaires dans la fonction publique, et donc le niveau des cotisations, en fait, rentre moins, venu des recettes publiques. Donc c'est vrai qu'en fait, ça c'est un peu le paradoxe, c'est-à-dire que les économies budgétaires sur la masse salariale peuvent avoir un effet sur les ressources financières des retraites. C'est le paradoxe. Ce nouveau rapport financier du corps, Mathieu, finalement, il n'est ni alarmiste, ni source de bonnes nouvelles. On sait que bon an, mal an, on sera autour de 10-12 milliards. Et là, est-ce qu'on se dit, et on en parlera juste après avec Jean-Pierre Levade, est-ce que ce trou est suffisamment béant pour que ça nécessite encore une fois des mesures correctrices? Je me rappelle du président de la République qui disait si on a autour de 8-10 milliards, c'était lors d'un débat, je crois, à Rodez, si on a 8-10 milliards d'euros de déficit en 2025, il faudra que les Français travaillent plus. Après, entre-temps, il s'est passé des choses. Et on voit le climat social qui n'est pas au bon alors, moi, je pense que la question est économique, bien sûr, mais surtout politique. C'est-à-dire qu'on voit qu'on est face à une réforme d'une ampleur considérable. Hein, c'est-à-dire basculer d'un régime de retraite par répartition vers un régime universel à points. C'est une réforme qui peut prendre une génération. Et il faut la rendre acceptable. C'est-à-dire qu'à enveloppe constante, déjà, elle va créer des transferts. Il y aura des gagnants et des perdants à cette réforme. Là, on rajoute une réforme paramétrique. C'est-à-dire qu'on voit bien, on n'est pas dans la réforme structurelle. Hein. Là, revenir à l'équilibre financier, vous n'avez pas besoin de réforme structurelle. C'est le double objectif du gouvernement. Oui, mais c'est le président qui a fixé ce double objectif simultané en 2025. Voilà, la question, c'est que si politiquement, vous voulez faire une réforme structurelle, il n'est pas évident de la rendre acceptable si vous générez des économies rapidement, par exemple par des gels de pension. C'est-à-dire que la désindexation, on voit ce qui s'est passé avec notamment le mouvement des Gilets jaunes. Des hausses de cotisation, ça pose la question du pouvoir d'achat des actifs. Et de la compétitivité aussi. Et la compétitivité, si c'est les entreprises. Et il reste travailler plus longtemps. Donc du coup, c'est augmenter la durée de cotisation. Mais là, aujourd'hui, elle est inscrite, cette augmentation de durée de cotisation. Par Mme Touraine. Et on doit arriver à 43 ans en 2035. C'est-à-dire accélérer le calendrier. Hein. C'est-à-dire qu'on pourrait arriver à 44 ans, par exemple. Mais dans un système à points, il n'y a plus de trimestre. Oui, on n'est pas dans le système à points. Là, justement, la question, c'est de revenir à un équilibre financier avant la mise en place du système à points. Okay. Et donc, en fait, je pense que la difficulté pour le gouvernement, c'est de risquer, finalement, plutôt d'expliquer cette grande réforme structurelle, de basculer, en fait, sur un débat qui va porter sur les équilibres financiers, par exemple, de l'âge pivot, de la décote, de la durée de cotisation, de la désindexation des... Et donc, ça ne met pas forcément... on va dire, la population en confiance sur justement la réforme à venir. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que finalement, il faut absolument
que le gouvernement fasse tout pour revenir à l'équilibre financier d'ici à 2025. Est-ce que du coup, c'est politiquement après jouable de faire une grande réforme? Oui, parce qu'encore une fois, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. C'est écrit juste en dessous. Nos retraites seront-elles financées en 2025? Pour l'instant, la réponse est non. Il y a un trou. En partie. Enfin, voilà, il y a un trou, il y a un déficit en tout cas. Il y a un déficit qui est créé, donc l'équilibre financier n'est pas assuré. C'est vrai que ça dépend beaucoup d'hypothèses aussi macroéconomiques. Ça dépend des scénarios qu'il peut y avoir. Ça dépend aussi du retour ou pas au plein emploi, où se situe le chômage structurel. Il y a beaucoup de paramètres qui sont quand même inconnus. Mais la question du financement continue à se poser. Mais je pense que l'enjeu politique d'une grande réforme aussi, malheureusement, ou je ne sais pas heureusement, c'est que les grandes réformes structurelles, souvent, ont aussi un coût financier à court terme, parce qu'effectivement, pour éviter qu'il y ait beaucoup de perdants et la rendre acceptable, il y a aussi un coût financier à court terme. Ouais, pour l'instant, le coût financier, c'est l'inverse. C'est l'inverse, c'est l'équilibre. C'est pas redistribué. Donc du coup, politiquement, à mon avis, ça la rend beaucoup plus difficile. Juste 30 secondes, parce que je disais que le déficit, enfin le besoin de financement du système des retraites, se creusait jusqu'en 2030 et après se résorbait. Pourquoi? C'est assez simple. En gros, la merdouille, c'est jusqu'en 2030, après ça va? Non, mais il faut savoir que dans le système de retraite par répartition, tout repose sur les équilibres démographiques. Et donc, en fait, la génération du baby-boom, en 2035, une partie des baby-boomers, progressivement, finalement, arrivent à un âge où ils vont disparaître globalement. Donc, ce qui fait que la population, le gros bloc de population des baby-boomers va diminuer. Et donc, en fait, comme on a gardé des indices de fécondité relativement élevés, finalement, on revient à quelque chose de plus équilibré à partir de 2035, qui vient avec la disparition progressive des baby-boomers. D'accord. Bon, ok, très bien. Donc, en fait, le gros problème, il est sur la décennie à venir. Exactement. En fait, c'est surtout dans les 10-15 ans, avec aussi, bien sûr, ces paramètres dont on a parlé. Et, on n'en a pas parlé, la question d'augmentation de l'âge légal ou de la durée de cotisation, qui pose la question de l'emploi des seniors et de les maintenir en emploi. Ça, c'est un vrai sujet qui passe sous le radar dans le débat. Bien sûr, et qui est en fait un effet collatéral potentiel d'un report de l'âge légal ou d'augmenter la durée de cotisation rapidement. Parce qu'au final, si on demande de rester plus longtemps en entreprise, mais qui n'y reste pas, ils se retrouvent chômeurs et donc ça... Voilà, donc en fait, c'est des déficits sur l'assurance chômage. Voilà. Et même un rapport a montré qu'il y avait des dépenses de santé supplémentaires, par exemple, liées à l'absentéisme, parce que malheureusement, les personnes plus âgées sont souvent plus absentes. Merci pour ces explications. Signé Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Merci Mathieu. Merci.